Bien l'exemple du diabète, où c'est une maladie qui se traite avec des médicaments qui peuvent diminuer les symptômes. On décrit très souvent la maladie schizophrénique comme ça. On prend un traitement, ça enlève les symptômes, on garde la vulnérabilité. Il existe de très rares cas de guérison de schizophrénie. L'image du schizophrène aujourd'hui, elle est l'image d'un meurtrier en herbe. Est-ce que ça ne vous fait pas sursauter cette image? Nous tous, dans la communauté, ça nous choque beaucoup parce que ce qu'on voit et ce que les études montrent, c'est que les patients, notamment schizophrènes, sont le plus souvent victimes des agressions de la société, du fait de leur vulnérabilité, de leur faiblesse, que acteurs d'actes dangereux. En revanche, c'est vrai, il y a un type de schizophrène dangereux. Ça s'appelle l'éboïdophrénie. Oui. C'est une schizophrénie qui peut se caractériser quasiment uniquement que par des troubles du comportement. Il y a un type de schizophrénie, mais ce n'est pas du tout la majorité des patients, ou bien au contraire, c'est plutôt la minorité des patients qui peuvent être dangereux. Une maladie dangereuse pour ceux qui en souffrent, et quand elle apparaît, le plus compliqué, c'est de la reconnaître, de l'accepter. Le déni est quasi systématique. C'est le cas de François, qui est ici depuis 2 mois. À plusieurs reprises, je lui demande pourquoi il est là. Je ne réussirai pas à obtenir la moindre explication plausible de sa part. Pourquoi tu es là? Parce que un membre de ma famille l'a demandé. Et je dirais qu'il n'y a pas plus de raison que cela. Et à partir du moment où... Cette personne, c'était ma mère. Ta mère. Est-ce que toi, tu considères que tu ne développes pas du tout de... Moi, je considère que ça va. Que ça va. Très modestement, je considère que ça va. En tout cas, j'ai toujours réussi à m'intégrer dans la société. D'ailleurs, je travaille. Tout va bien, Madame la Marquise. Tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé, cet internement par un tiers, donc par ta maman? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Moi, j'ai un peu le sentiment d'être piégé, mais ça reste mon sentiment, le sentiment de quelqu'un qui est identifié comme malade par des psychiatres français assermentés. En fait, ouais, non, tout est fermé là, tout est... Ouais, tout est fermé. Mais une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement surveillé, c'est aussi que par 2 fois, en fait, j'ai fugué. T'as fugué? Ouais, j'ai fugué 2 fois. J'avais un tel sentiment d'injustice au départ que j'ai fugué 2 fois. Qu'est-ce que vous dit votre médecin Préconisait de me faire des électrochocs, des séances d'électrochocs. Donc voilà. Est-ce que vous avez le droit de refuser en fait? Des électrochocs? Ouais. En théorie, oui. En pratique, j'ai essayé et non. Ça veut dire que vous en avez déjà subi? Oui. Ici? Oui. Des journées qui sont programmées dans les tout prochains jours. Je ne savais pas qu'on pratiquait encore les électrochocs. Pour moi, ils appartenaient à une autre époque. Docteur, au cours de l'interview que j'ai eue avec un de vos patients, j'ai appris que les électrochocs étaient encore pratiqués. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté? Non, ça existe toujours parce que c'est un traitement de référence. C'est une image encore très négative parce qu'auparavant c'était un petit peu... il y a l'image du veloutine coucou, puis au début il n'y avait pas toute l'anesthésie, pas toute la préparation. Mais ça a été complètement réhabilité par les différentes académies de médecine, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France. C'est le traitement le plus efficace en cas de dépression. C'est aussi un traitement qui est utile dans la schizophrénie résistante et dans des formes très sévères qu'on appelle catatoniques, où le patient ne bouge plus. Est-ce que de manière très didactique, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que cela provoque, les électrochocs corporellement? Je serais en peine de le faire très clairement parce qu'on ne sait pas précisément comment ça marche. C'est une découverte empirique. Et donc il y a pas mal d'hypothèses. Les hypothèses, c'est que les molécules qu'on essaye de donner par les médicaments en fait, sont directement libérées par les neurones dans le cerveau. Mais il y a plein d'autres hypothèses. Le traitement est incontournable pour ces malades. Mais il peut aussi se pratiquer à la maison avec un suivi régulier en hôpital de jour. Je suis donc allé à la rencontre de ceux qui se soignent chez eux et avec l'aide de leur famille. C'est près de Pau, où a eu lieu en décembre 2004 le double meurtre des infirmières commis par Romain Dupuis, un jeune schizophrène, que j'ai rendez-vous avec David et sa famille. David a 30 ans,
Il souffre de schizophrénie depuis une dizaine d'années, suit son traitement à la lettre, mais reste extrêmement fragile. Sa mère Anne et ses 3 frères et sœurs ont donc entièrement organisé leur vie autour de lui. J'arrive au moment du déjeuner familial. Non mais pourquoi vous ne prenez pas la cuillère? Ouais, Sarah, t'as donné à manger au chat? Ouais, Nous, on n'a pas de droit. Ado, rapproche-toi, va. Viens. Oui. Je suis pas à mon aise. Hein? Je suis pas à mon aise. Je sais. Ça va pas. Je vois bien que David ne se sent pas bien. Il décide d'ailleurs d'aller prendre l'air. David reçoit une injection par mois, un traitement dit à retard, quand d'autres prennent des comprimés tous les jours. Une des particularités de cette maladie, c'est que chaque traitement est unique et précisément adapté au malade. Si David est nerveux, c'est que l'injection met quelques jours à le stabiliser. Je profite de cet instant pour discuter avec Anne, sa mère. Et en fait, cette maladie, c'est le cerveau qui est en surchauffe et il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien. C'est comme s'il était brûlé, un grand brûlé où les chairs à vif. En gros, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et c'est comme ça qu'il a accepté son traitement parce qu'il a senti qu'il était soulagé avec ça. Est-ce qu'en fait, votre rôle, c'est de sécuriser le terrain, quelque part? Baliser le terrain. Sécuriser le terrain. C'est quoi? Éviter qu'il soit perturbé par des bruits extérieurs, éviter qu'il ait trop de soucis d'argent. C'est hyper important. C'est un malade. C'est-à-dire c'est quelqu'un de malade. Quand quelqu'un a de la fièvre, on fait attention à son confort. Lui, il est malade, donc on fait attention à ce que personne vienne le heurter. Voilà. Vous le voyez à vie, ce rôle-là? Non, enfin, pour l'instant, oui. Mais je pense qu'avec les progrès, puis aussi sur la durée du traitement, je pense qu'il va arriver à s'en sortir. Je ne sais pas s'il sera heureux, je ne pense pas. Mais je suis sûre qu'au bout d'un moment, il va réussir à être autonome. Ouais, vous y croyez aussi, oui, hein? Oui, bien sûr, il est assez intelligent pour ça. Et s'il se soigne comme il se soigne correctement, ça arrivera. Comme tous les midis, Brian, Mathias et Sarah rentrent pour déjeuner. L'occasion pour moi de faire le point sur cette vie de famille un peu chamboulée. Vous sentez, vous, il y a une tension permanente, en fait, avec David? Non, en général, sur un mois, c'est-à-dire sur le mois, il fait sa piqûre. Ensuite, il y a 2-3 jours où il fait que dormir. Donc après, en général, pendant 1 ou 2 semaines, on peut compter sur lui pour être joyeux, pour rigoler, quoi. Après, par contre, la semaine juste avant sa piqûre, ça devient un peu plus tendu. D'accord. Et quand c'est tendu, ça se traduit comment? Il envoie des chaises. Enfin, la plupart du temps, quand il est en crise, on va dans notre chambre, on essaie de sortir. Parce que sinon, il dit des insultes tout le temps sur tout le monde. Même sur nous, ça peut arriver. Donc voilà, on essaie de partir, de sortir de là pour pas avoir à supporter ça. Mais vous qui vivez donc au quotidien avec lui, est-ce qu'il vous fait peur, votre frère? Ça dépend des moments. C'est surtout quand il nous regarde et qu'il est en crise, ça fait peur, oui. On dirait qu'il va nous tuer.